Alors, Frédéric, bonjour. Frédéric Hélin. Bonjour, vous êtes directeur du cluster robotique Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes voilà, ingénieur informatique, une expérience dans la robotique intelligente, notamment en centre de recherche. Et puis, depuis 20 ans, vous accompagnez les entreprises innovantes dans le numérique et depuis 2014 dans la robotique. Coboteam, c'est le cluster régional de toutes les robotiques, une structure initiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui contribue à animer la filière robotique régionale. 160 entreprises dans Coboteam, une filière riche en aura de plus de 650 acteurs. À vos côtés, Jean-Louis Dacosta. Bonjour Jean-Louis. Votre rôle, c'est d'être le directeur des opérations de l'usine à projet du pôle de compétitivité SIM. On en a dit quelques mots en introduction. En tout cas, votre rôle, c'est de soutenir, d'accompagner les projets d'innovation de process industriels. Vous détectez les besoins chez les industriels et vous cherchez finalement les compétences nécessaires pour développer ces solutions en lien avec des partenaires, qu'ils soient académiques ou industriels. Et effectivement, le pôle SIM, c'est le pôle de l'industrie manufacturière avec plus de 150 projets accompagnés par an. À vos côtés, Maxime Robin. Bonjour Maxime. Vous êtes président d'Inodura, c'est une société d'ingénierie lyonnaise, experte en robotique, vision 3D, intelligence artificielle, traitement de signaux pour et un large panel de secteurs industriels, 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 32 salariés, des technologies robotiques parmi les plus avancées. On va en dire quelques mots. Votre actualité, c'est l'investissement dans un nouveau bâtiment et donc on aura l'occasion effectivement de rentrer dans le détail des solutions et des métiers que vous proposez, notamment en lien avec la robotique adaptative. À vos côtés, Gilles Poderos. Bonjour Gilles, vous êtes directeur général d'EasyTech International. Cette entreprise positionnée dans l'ouest lyonnais a de multiples activités, éditeur de logiciels avec notamment différentes divisions. Vous vous tournez vers notamment les secteurs du e-commerce, le secteur postal, le secteur industriel, automobile en particulier. Et puis, vous êtes tourné vers l'intégration de solutions robotiques en complément notamment de l'édition de logiciels WMS destinés à la gestion des entrepôts. Et puis un axe que l'on va développer tout à l'heure, c'est l'axe FMS du futur, la gestion de flotte, enfin des systèmes en tout cas innovants, extrêmement intéressants dont on va parler. Mais avant de rentrer dans le détail des solutions innovantes qui peuvent être au service de la performance industrielle, un mot au fond sur les éléments de contexte. L'idée, c'est de réagir, aller aux propos qu'on a pu évoquer en conclusion et de se dire en quoi finalement l'enjeu de souveraineté et de réindustrialisation passe-t-il nécessairement par notre sujet du jour, c'est-à-dire la robotique et les machines intelligentes. Maxime, à vous la parole déjà, effectivement. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, par rapport aux enjeux de réindustrialisation, donc c'est des enjeux et des combats qu'on mène chaque jour. Donc l'objectif de ce virage qu'on doit amorcer au niveau français, c'est la réautomatisation de nos process et de nos procédés. Ça passe par inévitablement la robotique et l'IA qui va nous permettre d'objectiver un certain nombre de choses dans nos process. Et aujourd'hui, si on ne réautomatise pas, on ne retrouvera pas d'usine française en France. Donc inévitablement, si on veut retrouver de la souveraineté, il faut qu'on reproduise sur nos territoires et ça passe par l'automatisation. Jean-Louis, dans les projets accompagnés par le pôle de compétitivité, est-ce que finalement, ce que vient d'exprimer un acteur clé qui est Inodura ressort de façon transversale ? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc c'est ce qu'on voit vraiment dans tous les projets qu'on accompagne. Ce qu'on n'a pas forcément dit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on accompagne vraiment les projets depuis l'idée jusqu'à leur phase d'industrialisation. Donc on est vraiment au cœur du sujet dont on parle. Et là-dedans, effectivement, tous les projets qu'on va pouvoir accompagner, ils intègrent de la robotique, de l'IA, du numérique pour justement travailler la performance. Et la performance, c'est vraiment le cœur des projets qu'on traite dans SIM. Performance et comme tout à l'heure l'a dit Jean-Christophe, le volet environnemental, le volet green est super important aujourd'hui et c'est aussi un levier de performance.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on accompagne à peu près 150 projets par an. Beaucoup concernent le sujet dont on va traiter, les sujets de machines intelligentes. Alors, on en a beaucoup traité avec mon voisin de droite, avec Frédéric. Il y a aussi un contexte général au niveau national, puisque les appels à projets au niveau français dans le cadre de France 2030, qu'on a beaucoup travaillé, au niveau régional aussi. Donc, ces sujets d'accompagnement de l'innovation, et moi je parle plus de création de valeur que d'innovation, c'est comment on va travailler sur un écosystème avec un porteur de projet associé avec des compétences autour, qu'elles soient académiques ou pas, pour pouvoir arriver à travailler le nouveau produit ou le nouveau process le plus performant possible. Je reste sur l'enjeu macro. J'avais cité les chiffres de la direction générale de l'entreprise. On sait qu'effectivement, on traverse certaines difficultés au niveau du secteur industriel français. Frédéric, d'une certaine façon, machine intelligente, robotisation, en quoi ça peut être une chance, mais y compris au regard du profil de nos entreprises industrielles françaises? Bonjour à tous. Qui sont plutôt des PME, des PME. Versus, on dit toujours, plus de TI en Italie du Nord et en Allemagne. Exactement. Je vais revenir dessus tout de suite. D'abord, je suis très content ce matin d'être avec deux entreprises particulièrement innovantes et un pôle de compétitivité, parce que je pense que c'est là que va se faire la relance. Ouais. Les PME, les ETI, mais surtout les PME très innovantes qui prennent tous les risques avec zéro filet. Zéro filet. Quand je vois Maxime qui investit dans des locaux, 30 personnes. Moi, j'ai été à l'inauguration des locaux. Il y a encore une nouvelle inauguration avec des partenariats très forts. Je pense avec Bouygues, par exemple. C'est fantastique. Voilà ce qu'il nous faut. Et par rapport à l'introduction de ce matin du pôle SIM, de Jean-Christophe, il a fallu quand même que l'industrie française arrive quasi au clash pour qu'on se dise, tiens, est-ce qu'on ne faudrait pas discuter un peu de souveraineté ? Est-ce qu'il ne faudrait pas discuter entre nous de savoir comment on va chasser en meute? On a entendu le terme ce matin, par exemple, chasser en meute. Il y a d'autres partenaires européens, ça fait bien longtemps qu'ils chassent en meute, en fait. Et ils n'ont aucun problème pour travailler entre eux, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut se fermer complètement, mais en tout cas, il faut savoir travailler ensemble, il faut être fier de nos entreprises, il faut se pousser les uns les autres pour se positionner sur des grands marchés, etc. Et ça, c'est absolument indispensable. Et concernant le sujet dont on a parlé à l'instant, cette innovation, notamment les innovations en robotique, effectivement, le tissu industriel français, il est fait essentiellement de PME, comme on vient de le dire. Donc, c'est un tissu industriel qu'on a considéré souvent comme ayant une sorte de forme de handicap parce qu'il était fractionné, en fait. Seulement voilà, moi quand je vois des entreprises comme EasyTech, comme Inodura, je ne les sens pas particulièrement handicapées. Si ce n'est qu'elles se débrouillent toutes seules, mais en tout cas, elles ne sont pas particulièrement handicapées. Donc c'est des sociétés qui sont très dynamiques, qui savent répondre le vendredi soir, le lundi matin, à des clients extrêmement exigeants, des grands donneurs d'ordre, qui ne leur font pas de cadeaux et qui leur demandent des choses très pointues, très précises. Exactement. Et ces entreprises, ce dont elles ont besoin, ce sont de nouveaux outils très intelligents, et notamment cette robotique intelligente dont Maxime a parlé à l'instant. Et si on arrive à développer une offre, notamment française, pour ces outils, EasyTech, Maxime les développe, alors nos PME françaises auront des outils qui vont leur permettre de soutenir leur compétitivité, voire de l'améliorer. Et ce qui avait été considéré à l'époque, il y a encore peu, comme un handicap, c'est-à-dire leur petite taille, va peut-être devenir un atout pour être extrêmement dynamique et pouvoir répondre et être vraiment au premier plan et être en pôle cette fois-ci pour la relance économique. Exactement, et voilà. C'est une perspective d'autant plus cruciale qu'on l'a vu, et d'ailleurs c'est un enjeu qui traverse tout le secteur industriel avec Kenvue tout à l'heure, c'est que l'enjeu de flexibilité est de plus en plus fort. Ça veut dire que bien sûr la massification reste une source de compétitivité, mais il faut pouvoir aussi ajuster les tailles de lot à des marchés plus que jamais fragmentés, et c'est là où la cobotique et les machines intelligentes jouent un rôle clé. Exactement, parce que la cobotique, notamment, donc ces machines intelligentes avec des capacités de programmation plus rapides, des machines beaucoup plus interactives qui sont capables finalement d'être mises en œuvre pour des séries beaucoup plus petites. Voilà, c'est ce dont a besoin notre industrie, parce que si les très 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 grandes séries sont faites très loin finalement de nos frontières, parfois, les plus petites séries à très haute valeur ajoutée, c'est ici qu'elles doivent se faire. Elles se font et il faut continuer à les faire ici. Et pour ça, il faut des outils
que l'on va devoir très vite reconfigurer pour attaquer les nouvelles séries. Et ben ça se fait avec des outils comme les proposent des sociétés comme EasyTech et Inodura. Alors, Gilles, avant de rentrer dans le détail des solutions que vous proposez, sur ce contexte macroéconomique, alors tout à l'heure on se demandait si être une PME c'était un handicap. EasyTech International, vous rayonnez partout dans le monde, je crois que c'est plus de 70% de votre chiffre d'affaires qui se fait à l'international, donc c'est possible d'être compétitif. Oui, je pense que le marché il est vraiment international et la sérénité industrielle va passer par le fait que les PME vont devoir se tourner vers l'international. Aujourd'hui, vouloir amortir des recherches, des nouveautés uniquement sur le marché français, c'est se mettre en concurrence avec des gens qui sont beaucoup plus gros, qui ont beaucoup plus de moyens. Et bon, ça va être de plus en plus difficile d'exister. Donc je pense que certes, il faut chercher à retrouver de la sérénité au niveau national, mais ça passe par des recherches de clients à l'international. Ce que je pense qu'il faudrait, c'est que vraiment les grosses entreprises françaises, aide les petites PME. J'entendais hier un reportage sur France Info. Il faut que les entreprises qui sont des entreprises comme Renault, les gros donneurs d'ordre, privilégient quelque part les petites PME pour permettre de développer ce savoir-faire qui va pouvoir être exporté à l'international. L'international, ça ne va pas pouvoir se faire qu'en suivant les grands groupes français. Il va falloir s'implanter à l'international. EasyTech a déjà implanté 7 filiales. Avec des gens locaux ensuite, etc. Parce que ça ne peut pas se faire depuis la France. Hein. Il va falloir aller sur place pour aller... Est-ce qu'il n'y a pas une grille de lecture à faire entre, et ça vous concerne, le software et le hardware, d'une certaine façon, où est la valeur ajoutée et où est-ce qu'on trouve justement les gains de compétitivité? Ben oui, il y a des batailles qui vont être plus compliquées à gagner que d'autres. Hein. Aujourd'hui, fabriquer un bras articulé en France, ça va être possible sur des marchés de niche. Mais arriver à des coûts de production qui sont ceux qui sont en Asie, compte tenu des volumes qui sont faits là-bas, c'est peut-être à mon avis des marchés qui sont déjà perdus et il vaut mieux se concentrer sur des endroits, soit qui soient des niches de marché sur lesquels, il y a une offre sur lesquelles les gros vont pas aller parce que c'est un marché de niche, soit sur la partie de la valeur ajoutée qui est l'intégration. Pourquoi? Parce que des géants chinois, on le vit au quotidien, ils vont venir avec des équipes qui parlent chinois. J'étais encore ce matin avec un client en ligne qui il est content, il a des ingénieurs chinois chez lui. C'est en Roumanie, parce que il faut voir que ça ne se fait pas que France, Chine, etc. C'est aussi des fois avec des pays qui sont autour. Le gars, il ne parle pas un mot d'anglais, il parle que chinois, c'est compliqué pour discuter avec des IT roumains, etc. Donc la valeur ajoutée dans un projet, si vous voulez, où vous avez peut-être 30-40% qui est le hardware, et puis 60%, ça va être l'installation, la formation, l'intégration informatique, etc. Et là, il y a un vrai enjeu de souveraineté nationale. C'est là où on doit, quelque part, être présent, parce que là, on a vraiment la possibilité de faire la différence par rapport à nos confrères ou à ceux qui veulent travailler en direct sans passer par des intégrateurs. Alors, faire la différence, Maxime, justement, c'est votre leitmotiv avec des solutions tout à fait innovantes. Qu'est-ce que vous apportez sur le marché qui permet aux professionnels de relever ce défi? Donc, pour que la robotique puisse être adaptative et agile, l'une des clés technologiques, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Donc, on en parle tous les jours, sur tous les médias. Dans tous les projets. Maintenant, nous, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on développe des modèles. Et aujourd'hui, l'IA est à ta maturité pour pouvoir imprégner nos industries de manière évidente pour 2 niveaux. Déjà, rendre le robot adaptatif et donc à sa scène, à la tâche qu'il doit réaliser et à l'objet qu'il a devant lui. Donc là, en fait, à travers des caméras 3D principalement qui vont combiner une partie d'analyse 3D et d'intelligence artificielle, on va être en capacité de reconnaître les objets, de les classifier pour pouvoir après les opérer, pour pouvoir les traiter, les bouger, les déplacer, les modifier. Et donc c'est cette
cette brique technologique qui associe l'IA et la 3D aujourd'hui nous permet d'adresser des sujets très concrets et très réels dans les opérations industrielles. On va parler de dévraquage, de dépalettisation, d'assemblage, d'emballage bien évidemment, où le robot va pouvoir relocaliser ces objets pour pouvoir calculer une trajectoire en temps réel à travers nos outils logiciels. Qu'il faut comprendre, adaptatif, parce qu'on n'est plus dans les systèmes où on préenregistre, on définit les trajectoires à l'avance. Ça, la robotique conventionnelle, dite automobile, où j'ai un point A et un point B et le robot répète inlassablement cette trajectoire-là, ce n'est plus en fait notre réalité. C'est j'ai une situation à un instant T, un objet qui est dans une situation, une position particulière. Il va falloir que je le développe, que je le mette en œuvre, que je le mette en situation. Et donc mon robot va devoir en fait calculer, adapter une trajectoire pour par exemple dévraquer ou déplacer ou dépalettiser de manière hétérogène. On a les sujets par exemple des retours colis. Par exemple, pour ne pas citer de marque particulière, mais quand on achète en ligne, la chemise n'est pas à notre taille, donc on la renvoie. Et comment on retraite en fait, par exemple, ce flux tout à fait considérable en fait, d'objets et de biens de consommation. Aujourd'hui, c'est les humains qui le font. Selon le coût de la main-d'œuvre, c'est plus ou moins possible de le faire. Mais on va toujours aujourd'hui, malheureusement, trouver des étrangers pour faire ce travail sur nos territoires. C'est quand même un petit peu dommage. Et alors qu'aujourd'hui, les robots sont tout à fait possibles et en capacité de venir relocaliser des objets dits hétérogènes qu'on ne connaît pas à l'avance grâce à l'entraînement de modèles IA et d'association avec la partie 3D. Donc ça, c'est déjà un premier niveau qui nous permet d'utiliser les robots pour remplacer l'humain. Ce n'est pas un gros mot de dire ça. Après, il y a un deuxième élément qui est important dans l'automatisation, ça va être le contrôle de notre process. On ne peut pas automatiser sans contrôler. Et donc, l'IA, encore une fois, va être extrêmement utile pour nous permettre d'automatiser en fait, les opérations de contrôle à travers finalement un entraînement simple où la perception subjective de nos opérateurs qui font et qui faisaient les contrôles jusqu'à maintenant, on va pouvoir entraîner ces modèles-là comme un enfant ou un être humain de toute façon, de manière très rapide avec un faible nombre de données pour pouvoir réaliser ces opérations de contrôle qui nécessitent en fait un avis opérateur dans certains cas ou après dans d'autres cas une mesure particulière. Et là, on va retrouver des systèmes et des démarches de contrôle plus conventionnelles avec des capteurs de mesure ou des capteurs qui vont nous permettre d'établir une catégorie ou un constat sur un objet. Donc, il ne faut pas dissocier le robot avec son intelligence, avec la partie contrôle. Et en associant ces deux fonctionnalités-là, basées sur de la 3D et de l'IA, on arrive aujourd'hui à proposer des outils innovants, modernes, matures, performants. On va chercher de la rentabilité déjà sur nos territoires. Après, il y a effectivement le sujet de l'exportation, qui est un autre sujet et qu'on a adressé ce matin. Mais ce qu'il faut comprendre, Maxime, c'est que ça va jusqu'à réaliser des opérations, parce que les robots dont vous parlez peuvent être équipés d'outils, je ne sais pas, je dis au hasard, peut-être perçage, ponçage, etc. Et c'est là où effectivement on franchit un cran supplémentaire. Oui, parce que donc les sujets de dépalettisation, de dévraquage, bon, donc ça aujourd'hui c'est mature, il y a plus trop de sujets de débat et on a les outils pour réaliser ces fonctions-là de manière rapide. Exactement, c'est le cœur du salon, effectivement, cet enjeu de la fin de ligne. Après, il y a la transformation, donc le geste métier. Et on travaille de plus en plus justement pour automatiser ces gestes métiers qui sont encore plus complexes. Et oui. Donc là, on a le sujet, Frédéric en parlait tout à l'heure, notamment dans le monde du bâtiment, qui n'est pas l'objet du jour, mais dans la construction, percer, surfacer, poncer, peindre par exemple. Comment en fait j'automatise ces process-là? Donc on y travaille de manière très avancée et très intensive. Donc là, c'est le secteur de la construction notamment qui est demandeur. Mais en fait, à un moment donné, l'industrie, je veux ébavurer, je veux poncer. Là, on a des sujets qui sont dans l'industrie, mais par exemple pour la défense, où je dois poncer des antennes qui vont sur des drones. Comment le faire avec un rendu et une qualité qui soit irréprochable pour que derrière, le signal passe bien, etc. Ouais, c'est clair. Donc, il faut le faire avec des robots et de l'intelligence, de la 3D et de l'IA. Gilles, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de vos développements. Intégrer des robots de nature différente, justement, ça demande de pouvoir, pouvoir complexer des datas de nature hétérogène. Et là, l'intelligence artificielle apporte beaucoup. Oui, pour juste rebondir à ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA va permettre aussi de faire bouger des frontières. Au niveau de la robotique, je parle du hardware.
Bon, et je vous ai dit, il y a des frontières qui sont déjà établies. L'IA, par contre, ça va permettre de faire bouger des frontières. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, ici, là, pour se baser sur la vision, sur les caméras 3D, etc., c'est des choses qui étaient faisables il y a 10 ans. D'accord, mais qui étaient réservées à un certain nombre de spécialistes, d'élites, qui avaient fait beaucoup de recherche et développement dessus, avec du hardware qui coûtait extrêmement cher, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas minimiser, mais un stagiaire, au bout de 6 mois, il arrive déjà à faire des classifications d'objets et à reconnaître si c'est une chaise, si c'est un tabouret, etc. Donc, ça va rendre quand même accessible à des prix plus bas beaucoup d'automatisation. On démocratise effectivement la robotisation. Et ça va bouger les lignes parce que avant, pour faire de l'OCR, par exemple, sur la reconnaissance de caractère, il fallait avoir des moteurs qui étaient extrêmement compliqués, extrêmement onéreux. Aujourd'hui, vous envoyez une photo sur ChatGPT, vous lui demandez via une API de vous donner la réponse et vous l'avez sans faire une ligne de code. Donc, je veux dire, c'est très simple. Donc, on va avoir beaucoup de choses. Vous envoyez une photo aujourd'hui sur ChatGPT en lui demandant et en lui faisant 2-3 trucs. Enfin, c'est très rapide. Donc, pour cette question-là, enfin, c'était pas la question, mais je pense que vraiment, ça va faire bouger des lignes. Pour répondre à votre question sur la partie optimisation et ce qu'on est en train de développer, qu'on a gagné avec la région, avec l'aide de nos voisins ici, c'est le Fleet Management System du futur. Qu'est-ce que c'est que le Fleet Management System du futur? En fait, on va avoir beaucoup d'informatique qui va être sur un bras, qui va être sur un AGV, qui va être sur une machine. Enfin, les couches se superposent, plus l'automatisation avance. Voilà, et chacun va venir avec sa propre couche. Et le donneur d'ordre, la grande usine, quelque part, elle va devoir composer avec tout ça. Et ce qu'elle recherche aujourd'hui, donc on a fait un groupe de travail avec Renault, avec Stellantis, avec tous des gens qui sont Michelin, etc. Un club d'utilisateurs. Voilà, un club utilisateur pour définir ensemble ce qu'est l'attente du marché en termes de Fleet Management System du futur. Le Fleet Management System du futur, c'est celui qui va pouvoir prendre en compte tous les éléments venant de tous les robots, à savoir celui-ci par exemple il coûte 90 000 €, il doit être chargé tous les 4 heures, il peut faire telle mission, telle mission, telle mission, il peut passer par ce trajet, etc. Donc on prend tout un tas de données qui sont à compiler et grâce à l'IA, on va pouvoir avoir des algorithmes qui vont nous permettre de donner des réponses. Parce que si on le faisait de matière mathématique, en fait la réponse quand on l'a, même si on met des calculateurs qui sont extrêmement importants, on va l'avoir trop tard. Le robot aura passé le croisement quand on va lui dire s'il doit aller à droite ou à gauche. Donc l'IA va nous aider énormément sur la prise de décision et sur la capacité à prendre les bonnes décisions. Donc ce qui veut dire économiser. Parce que le prix du robot, c'est une chose, mais si vous avez besoin de 6 robots au lieu de 4, parce que vous n'êtes pas capable d'optimiser le nombre de robots, votre projet il ne va pas passer par rapport aux concurrents. Donc ce qui est vraiment important, c'est aussi quand même de pouvoir optimiser tous ces coûts de façon à offrir aux clients une solution la plus flexible possible. Et puis il faut, comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on soit adaptatif. Aujourd'hui, l'IA va nous apporter cette adaptativité, c'est-à-dire que l'IA peut recalculer instantanément, peut tenir compte de ce qui vient de se passer à l'instant pour refaire un nouveau modèle, etc. Si on doit le refaire de façon mathématique, c'est de nouveau des mois de codage, de calcul, Exactement. etc. En tout cas, une nouvelle ère s'ouvre. Retenez cet acronyme FMS, Fleet Management System. C'est effectivement une voie d'avenir pour relever le défi de la compétitivité. Jean-Louis, au niveau du pôle SIM, vous accompagnez une grande diversité de projets. Je l'ai dit, plus de 150 projets. Quels sont les marqueurs forts en termes d'innovation robotique et machines intelligentes? Des exemples. Mais en fait, tous les mots-clés ont été prononcés aussi bien par Inodura que par EasyTech. Tous les sujets qu'on va traiter, ça va être du débraquage, et ça, c'est des sujets qui sont simples, effectivement, aujourd'hui, qu'on voit partout. Les sujets de reconnaissance, de contrôle qualité, les sujets de vision, les sujets de préhension. Aujourd'hui, on a notamment travaillé avec une entreprise qui a développé un nouveau système de préhension dextre qui va être capable Alors, expliciter, que ça soit clair pour tout le monde. On va dire de façon simple, c'est un doigt articulé capable d'être
d'être associés en plusieurs éléments pour faire de la prévention de charges lourdes. D'accord. Jusqu'à plus de 250 kilos, je crois. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on a travaillé avec Frédéric dans le cadre des appels à projets machines intelligentes au niveau national et qui a été financé. Voilà, ça c'est vraiment un des exemples qu'on peut traiter. Le sujet dont parlait Gilles, là c'est parce qu'en fait un truc qu'on n'a pas trop dit aujourd'hui. Notre rôle aussi, c'est d'aller chercher les compétences, mais chercher les financements. Et donc on connaît à peu près tous les types de financements qui peuvent être associés à ces projets. Et là on a été chercher à la région un financement qui a été, je pense, utile pour développer ce sujet de gestion de flotte hétérogène. Là on en a un autre sur le coude qui attend aussi dans le cadre des machines intelligentes au niveau national, qui est encore en travail chez BPI. Ça sera encore un nouveau projet qui va sortir côté EasyTech, enfin on l'espère. On a vraiment cette capacité, je dirais, à comprendre le minimum des projets qui arrivent et des besoins industriels, d'aller chercher les compétences qui manquent et d'aller chercher les financements. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais effectivement, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Être en capacité de financer. On va y revenir dans la dernière partie de cette discussion, mais restons sur la nature, Frédéric, des innovations qui sont portées. Vous avez une vision assez large de ce qui se passe dans le monde industriel. Quelles sont pour vous les voies véritablement d'avenir qui vont permettre d'avancer plus en avant sur ce défi de la compétitivité? Je pense qu'on pourrait imaginer à très long terme ce que pourrait être cette robotique ou ces machines intelligentes, mais de manière très concrète, parce qu'il y a une certaine urgence. Je pense que c'est quand même ce qu'on a dit là ce matin, c'est-à-dire ces machines très interopérables et qui se programment très, très rapidement en fait. Étant aidé par l'intelligence artificielle notamment. Effectivement, alors évidemment qu'on peut parler de ChatGPT, etc. C'est très intéressant parce que les machines vont faire des choses fantastiques, c'est très intéressant, mais ce sont aussi des systèmes qui vont aider les opérateurs à très très rapidement mettre en œuvre une machine. Exactement. Sur le salon, on peut découvrir des robots qui peuvent être commandés par la voix, donc effectivement des gains en termes d'ergonomie qui sont tout à fait significatifs. Ou à qui on va montrer un mouvement qu'on va venir ensuite corriger en lui disant c'est bien, c'est mal, etc. pour des plus petites séries, des séries très rapidement mises en œuvre. Mais est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'ouvrir la voie du biomimétisme, c'est-à-dire d'une robotique de plus en plus proche de l'humain dans ses capacités d'action, voire même au-delà? Oui, ce sont des technologies de biomimétisme dans le sens où ces systèmes qui reposent sur une IA soit déportée, soit une IA edge, on va dire, intégrée, c'est un système de réseau de neurones artificiels. Donc c'est du biomimétisme quelque part. Voilà, donc c'en est quelque part. Voilà. Après, effectivement, il y a des grandes tendances qui commencent à arriver. Bon, parfois avec des preuves de concept qui sont très concrètes, parfois c'est un petit peu du pipeau, mais en fait il y a par exemple la robotique humanoïde industrielle qui est très intéressante, qu'on voit quand même pas mal arriver. Alors par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire des robots qui ont l'apparence d'humains. Mais qui vont faire quelle tâche? Justement, qui seront très polyvalents. Ah oui. Et puis finalement, quand on voit les preuves de concept, ce qu'ils font de super polyvalents, c'est plier des t-shirts. Bon, donc c'est. Oui, effectivement, là pour le coup, il y a un petit delta. Mais c'est vrai qu'on s'interroge quand même à imaginer des machines. Moi, je pense que quand ces machines très polyvalentes arriveront, elles auront probablement un peu changé de forme. Mais c'est vrai que c'est des machines qui sont censées évoluer dans l'environnement humain. Donc, si elles ont la forme de l'humain, peut-être qu'elles s'adapteront mieux. Mais en tout cas, voilà. On voit cette tendance et c'est vrai que ça repose beaucoup sur l'IA. Petite parenthèse quand même qui est très importante. On parlait tout à l'heure de souveraineté, on parlait de software justement parce que ça repose beaucoup sur le logiciel. Là encore, la place de la France, elle est déterminante. Parce que la France a développé quand même une structure de ses cursus universitaires, notamment basée sur le système d'une formation, je veux dire, faisant de l'abstraction très loin, avec le système des grandes écoles, en poussant très loin les mathématiques, et tout ça, ça repose sur des mathématiques. Donc un vivier de compétences au service de cette transformation. C'est-à-dire que là, dans ce domaine-là, la France, normalement, elle démarre en pôle. Oui, exactement. Ce n'est pas normal, à un moment donné, que si on a tous les outils, toutes les briques, et qu'on est capable de les monter,
Ça doit se Ça ne transformer en fonctionne pas mieux réussite que ça. industrielle. Ça doit se transformer en réussite. Mais par contre, il ne faut pas Alors- laisser tomber les petites entreprises. Exactement, justement. Allez, dernier tour de table. Ma question, c'est au fond, justement, comment rendre le plus efficient, le plus effectif possible les avancées dont on a parlé. Maxime, on le sait, on est dans un monde où la concurrence est très vive, la concurrence chinoise, notamment en matière robotique. Comment on s'en sort? Bonne question. Donc il faut être malin. Donc on est moins nombreux, nous sommes moins riches. Ils ont donc des capacités supplémentaires déjà sur la ressource des ingénieurs qui est très importante, avec des niveaux de formation, même si on peut saluer la formation française. Force est de constater qu'en Chine, ils sont meilleurs que nous en maths, meilleurs que nous en programmation. Et donc comment on rivalise vis-à-vis de ça? Après, il y a Au mot aussi bon. au moins aussi bon. En tout cas, dans les grandes écoles, on rattrape notre retard, mais la formation a énormément baissé. Nous, on le voit en fait avec les années. Les niveaux des ingénieurs a quand même baissé. Donc, Et ça progresse effectivement énormément dans le monde entier et en Chine également. Donc peut-être que c'est de moins en moins un facteur discriminant à l'avantage effectivement de la France. donc là, en fait, il faut rivaliser avec nos armes et il faut aussi comprendre notre environnement pour pouvoir évidemment évoluer dans cet environnement correctement. Pour moi, il y a un sujet fondamental qui est la donnée, en fait, la quantité de données qui va nous permettre justement de rivaliser vis-à-vis des compagnies asiatiques ou américaines qui vont manipuler des très très grandes quantités de données. Et nous, malheureusement, on n'a pas accès en fait à ces quantités de données-là. Donc comment aujourd'hui on rend un robot adaptable, opérationnel, efficace, industriel? Parce que là, effectivement, on parle de systèmes qui sont adaptables. Mais la réalité, c'est que l'industriel, à la fin, il attend un nombre de rejets ou d'erreurs qui soit extrêmement faible dans ses exigences pour pouvoir continuer d'être rentable. Donc comment on arrive à rivaliser vis-à-vis de ça, alors que on ne va pas pouvoir entraîner un modèle avec 1 million, 10 millions ou 100 millions de données. Ce que j'entends, Maxime, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, une des solutions, c'est d'aller vers des modèles spécialisés, le plus centrés sur les applications que vous visez. C'est ça, c'est quand nous, c'est ce qu'on fait, c'est le parti pris qu'on utilise, puisqu'on fait avec les outils qu'on a. C'est que pour rester efficace, il faut malgré tout spécialiser en fait notre robot dans sa tâche. Donc à partir du moment où il va faire du débraquage, on va le spécialiser sur du débraquage. Par contre, il ne va pas faire du ponçage. Le robot humanoïde, en fait, qui va faire des opérations où on attend de lui qu'il fasse beaucoup d'opérations différentes, aujourd'hui, nous, on ne va pas pouvoir aller sur ces sujets-là en France notamment. Donc en fait, on va entraîner des modèles et nous, la stratégie qu'on utilise et qu'on met en œuvre et qui est très efficace, c'est d'empiler des modèles. C'est-à-dire qu'on va combiner des modèles pour avoir des modèles relativement génériques qui vont faire des tâches relativement simples, localiser un objet. En revanche, après, derrière, on va spécialiser le modèle pour déterminer cet objet, c'est tel objet, sachant que reconnaître une souris ou reconnaître un cartable dans une industrie, en fait, on s'en fiche. En revanche, une vis particulière avec une tête particulière, et bien là, on va pouvoir entraîner un modèle, et parce qu'on a besoin de le faire, avec un faible nombre de données. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu l'objet, on va pouvoir le classifier pour déterminer s'il est conforme ou non à l'attendu. Ouais. Et là, encore une fois, on va entraîner un modèle avec un faible nombre de données, et des données qui vont être les données et la propriété du client. Exactement. Il y a un enjeu de souveraineté aussi autour des données. Les machines, chinoises, mais ça pourrait être de nationalité, mais chinoises en particulier, on n'est pas à l'abri que les données soient réutilisées d'une façon ou d'une autre. De toute façon, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un robot, une techno chinoise, c'est écrit que de toute façon, ils vont aspirer les données et ils vont entraîner des modèles pour ensuite aller derrière proposer ce modèle-là qui a été enrichi par un client donné sur un cas d'usage donné pour aller proposer ça aux concurrents. Et ça, nous, on l'observe. Donc c'est une vraie réalité. C'est complètement. Gilles, même question. Alors, on a parlé de spécialiser les modèles, on a parlé de souveraineté de la data. Allez, pour vous, quels sont les enjeux clés, effectivement, pour rendre efficients les technologies avancées dont on vient de parler? C'est un grand sujet. Je veux d'abord répondre sur la question qu'on a des bons ingénieurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que les niveaux baissent. C'est sûr, ça dépend des écoles. Ça bouge au niveau mondial. On est plus, voilà. Il y a des bons ingénieurs aussi ailleurs. Et puis, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Chez EasyTech International, on a 14 nationalités.
On vient d'embaucher un ingénieur vietnamien qui a eu une médaille de mathématiques qu'il a obtenue en Chine. Il faut savoir mettre le prix. QFD, donc effectivement, il faut voilà, il faut s'entourer des meilleurs si on veut être le meilleur. Ça c'est la première chose. Et puis ces gens-là, ils viennent se former en France. Hein. C'est des gens qu'on retrouve à l'INSA, à Lyon. Donc ils viennent ici parce que c'est des bons cursus, des bonnes formations, et on a des bons ingénieurs ici. Ça c'était ma première remarque. Deuxième remarque, je pense qu'il faut arrêter de croire que la France est au centre du monde. C'est ce qu'on veut croire, c'est ce qui a peut-être été à l'époque de Napoléon. Oui. Et aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui le centre du monde dans la robotique il est en Chine. Il faut le dire, c'est pas un gros mot. Si on veut savoir comment ça se passe, il faut y aller. D'accord. Moi, je vais en Chine tous les 6 mois. D'accord. Je vais visiter des fabricants, je vais auditer des fabricants, on achète des robots, on regarde comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils ont fait, hein. C'est comme ça qu'ils ont rattrapé leur retard et c'est comme ça qu'ils sont maintenant en avance sur nous. Donc d'une certaine façon, pour éviter la Bérésina, référence du coup à Napoléon que vous évoquez, l'idée c'est d'aller finalement peut-être chercher ce qui peut être utile à nos propres modèles, y compris avec les technologies. Moi, je pense que ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. S'il y a des choses qui existent en Chine qui sont accessibles au bon prix, il vaut mieux commencer déjà par les acheter et puis voir où on peut faire notre valeur ajoutée autour pour pouvoir les intégrer, voire les copier, voire les améliorer. D'accord ? À Shanghai, ils ont acheté un beau train aux Allemands, ils ont acheté un train. Et les 3 autres, ils les ont fait eux-mêmes, ils ont posé des brevets, etc. Et ça s'est bien passé. D'accord ? Nous, on doit faire pareil. On doit acheter des robots s'il faut en Chine, regarder comment ils fonctionnent, s'ils sont meilleurs que nous, et puis les utiliser pour développer nos propres robots et arriver à être meilleurs que nous. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. Alors, allez, pour conclure cette table ronde, Jean-Louis d'abord et puis Frédéric sur cet enjeu des leviers clés. Je pense que pour les PME, il faut aussi voir que tous les outils que vous, offre de solutions, vous développez, ça tend à simplifier l'utilisation et la relation entre l'opérateur dans une PME et la machine. Je pense notamment à un projet sur lequel Inodura est partenaire, qui a une petite PME de la Haute-Loire, qui est capable maintenant de mettre en place un système pour faire du parachèvement sur ces pièces. Et ben en fait, ces opérateurs, ils ont normalement besoin de beaucoup moins d'informations pour pouvoir interagir avec la machine. Et ça, je pense qu'il faut arriver à travailler à la fois les compétences et l'interfaçage et la simplification de ces machines intelligentes pour que ça soit utilisable dans les PME de façon simple. Frédéric ? Je pense qu'il y a 2 choses. Une première chose, c'est à l'endroit des PME, comme je l'ai dit, il faut les soutenir absolument, il faut être très très attentif à leur développement. EasyTech disait à l'instant qu'ils ont un système de veille, ils vont sans cesse en Chine pour observer, etc. Mais on ne peut pas laisser seuls les PME trouver des stratégies comme ça pour contre-attaquer la Chine, parce que EasyTech, vous êtes très forts, mais les Chinois sont nombreux quand même. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc il faut être très attentif. On essaie de le faire au maximum dans nos structures, les pôles de compétitivité, etc. C'est pour ça que c'est des structures qui sont absolument indispensables, et les clusters bien sûr. Et puis le deuxième point, c'est que il y a une réponse au fait au niveau de l'État, alors de l'Europe certes, et au niveau de la France. Je fais référence et je vous renvoie à une tribune qui a été co-signée par Jacques Dupanloup, qui est responsable des activités robotiques France, en mai dernier, dans les Échos. Des activités robotiques France chez Stobli, pardon. Chez Stobli, oui. Donc il y a un constructeur, c'est-à-dire c'est notre quand même grand constructeur national de robots, et même européen, puisque finalement ABB est parti, alors ils sont partis chez SoftBank, c'est ça, chez qui ABB en tout cas, et KUKA est parti en Chine, quelque part, avec des capitaux chinois. Donc c'est le dernier constructeur sur le sol, je vais dire, européen. C'est une entreprise qui fait des robots de très grande qualité. D'ailleurs, tu les utilises. Je veux dire, c'est des robots d'une très très grande précision. Donc, en plus, c'est une entreprise qui a un très bon esprit, avec une gouvernance qui a un très bon esprit. Moi, je les ai toujours vus aider les PME, les startups. Dès qu'il y a une startup qui a besoin d'un robot, ils sont capables d'en prêter s'ils le peuvent pour me faire des mises au point. Donc, ils font tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils sentent bien que là, qu'il y a une concurrence chinoise qui arrive. C'est ce qui est finalement dénoncé. Ils tirent la sonnette d'alarme dans cette tribune en disant, mais même à notre niveau, on peut faire tout ce qu'on peut. On n'y arrivera pas si on ne met pas en place des mesures beaucoup plus contraignantes, parce que comme on l'a dit, effectivement,
Il y a de très bons ingénieurs en Chine, etc. Et ils sont en train de rattraper leur retard, certes. Mais si pour rattraper leur retard, c'est une sorte de raz-de-marée sur tout ce qu'il y a à côté, notamment nous, bah, il faut qu'on trouve des moyens de se défendre. Et les moyens de se défendre, ils vont au-delà de ce que peuvent faire des PME qui ont déjà autre chose à faire finalement que de se défendre contre. Hein, je veux dire, vous d'une innovez comme certaine des malades, façon, vous vous épuisez à sortir des bons produits, à être compétitif avec des acheteurs qui sont Voilà. pas forcément toujours tendres avec vous. Le maître mot, au fond, c'est savoir protéger nos savoir-faire Savoir dans protéger un nos monde savoir-faire. où les grandes, voilà, les géants économiques Exactement. ne se privent pas de le faire. Merci à vous pour cet échange très riche et très nourri. C'est le moment, des questions, des commentaires, des témoignages, aussi des réactions. Un micro circule dans la salle. Qui veut demander des compléments des précisions, des questions à nos 4 intervenants, n'hésitez pas. Monsieur, alors merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Hubert Dumortier, je suis directeur technique chez Yoplait. J'ai une question peut-être pour Monsieur Hélin ou les autres. Je m'interroge encore aujourd'hui si c'est encore le moment d'investir dans des cobots versus justement des robots humanoïdes, en me disant, ok, est-ce que dans 5 ans, on ne sera pas justement débordé par une invasion de robots chinois ou autres, bonne question, mais des ça robots s'anticipe. humanoïdes, parce qu'en fait, il y a des applications où désormais, les deux sont, je trouve, assez compatibles. Alors bien sûr, il y a toujours des questions de poids, de charge, etc. hein, et de peut-être d'autonomie sur des applications un peu mobiles. Mais c'est vraiment une question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore temps d'aller investiguer sur du cobot versus des robots humanoïdes qui en effet toquent un peu à la porte, je trouve. Et pour préciser votre question, quand vous dites qu'ils toquent à votre porte, ça veut dire que des fournisseurs sont identifiés, vous avez des propositions? Oui, en effet, il y a des fournisseurs, alors pas forcément asiatiques, mais aussi européens, qui viennent justement nous proposer des solutions qui du coup viennent en concurrence des cobots. Alors, Frédéric, pour Oui, Coboteam. après, je pense que Maxime aura peut-être des éléments de réponse. Isitech aussi, mais moi, ce que je pense, c'est que vous avez des solutions de cobotique ou même de robotique, je veux dire, facilement programmables qui existent qui existent en ce moment, qui sont sur le marché, que nos camarades peuvent vous proposer. Et puis, effectivement, vous vous dites, dans 5 ans, est-ce que finalement, il n'y aura pas des... Bah, vous êtes Yoplait quand même. Si vous en avez besoin tout de suite, allez-y tout de suite. Achetez-leur tout de suite. Et puis après, si dans 5 ans, les robots humanoïdes font leurs preuves, parce qu'en ce moment, moi, si j'étais un industriel, sauf si j'aime les preuves de concept et j'ai un peu de budget à mettre pour essuyer les plâtres, mais vous le faites, parce que des groupes comme le vôtre ont la capacité parfois de le faire. Mais sur des ateliers qui sont dédiés pour ça, mais pour la prod, moi, je n'irais pas acheter maintenant un robot humanoïde dont je ne sais pas d'où il vient parce qu'il a plié les t-shirts sur YouTube. Voilà, c'est pas possible. Niveau de maturité n'est pas au rendez-vous. Des éléments complémentaires, Gilles ou Maxime? Moi, je vais juste ajouter qu'aujourd'hui, les ROI dans l'automobile, que je connais bien, je ne connais pas Yoplait, mais c'est 3 ans. Donc, Alors, ROI sur quoi? Sur l'achat les robots humanoïdes? Non, sur l'achat d'un robot, c'est 3 ans le ROI. Oui. Donc 5 ans, c'est dans 2 siècles, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Si vous me revenez 5 ans en arrière, il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas tout ça. J'étais hier en soutenance avec un client, il me dit oui, mais à 5 ans, vous n'avez pas été retenu. Mais je dis il y a 5 ans, c'est... Attendez, je ne m'en rappelle même plus. C'est un autre siècle. Voilà, je ne me rappelle même plus ce qui s'est passé il y a 5 ans. Donc Ouais. si vous attendez de savoir ce qui va se passer demain ou après-demain, si vous voulez prendre les lunettes à réalité virtuelle qui ont fait le buzz il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont dans tous les placards parce que personne ne les a jamais utilisés, parce que bon, c'était une bonne mauvaise idée ou une mauvaise bonne idée, je sais pas. Mais bon, voilà, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il faut regarder ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas du tout des objets de production, c'est plus des objets marketing. Alors si vous voulez en prendre un chez Yoplait pour faire des vidéos, libre à vous. Ça fera certainement le buzz et ça fera parler de la marque Yoplait. Mais si c'est pour faire de la production, moi je le conseillerais pas aujourd'hui, quoi. Mais effectivement, il faut le faire aussi. Bien sûr qu'il faut le faire parce que vous avez la capacité à faire les deux. Mais pour la prod à l'instant T, il faut aller chez nos camarades. Le message est passé. Une question complément. Donc, pas de question. Allez, une dernière question de mon côté. On a beaucoup parlé des enjeux de financement. Est-ce qu'on pourrait savoir où on en est sur les appels à projets? Est-ce que Frédéric, Jean-Louis, j'imagine que voilà, on est peut-être dans une période de transition compte tenu des incertitudes politiques que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là, Jean-Louis?
Alors c'est une bonne question. Il y a des choses qui ne sont pas forcément encore publiques. Il y a eu au niveau de la nationale, donc, a été mis en place ce qu'on appelle un comité national de la robotique, qui est censé, dans le cadre du secrétariat général pour l'investissement, développer de nouveaux appels à projets. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en juillet, il me semble. On n'a pas les résultats. Donc tout ça est un peu quand même très tributaire de la situation globale de ce qu'on entend partout dans les médias. Bon, j'ai bon espoir des choses qui passent, mais nous on est en veille par rapport à ça justement. On saura vous dire à quel moment ça va sortir. Oui. Je sais qu'il y a une réunion dans les jours qui viennent, je ne peux pas en dire plus, mais voilà, il y a des choses qui se passent au niveau national par rapport au financement, mais Il faut être aux aguets. Pour Nous, l'instant, on encore reste, période d'incertitude, voilà. mais on devrait en savoir plus Alors, dans les semaines qui tout suivent. ce que je peux dire, c'est qu'on est présent dans les réseaux au niveau national en tant que pôle pour savoir ce qui se passe et quand ça va sortir, quoi. Bon, c'est très clair, Jean-Louis. Merci à vous. Alors, Gilles, dernière précision rapide. Je voulais juste rebondir sur le fait de chasser en meute qui avait été abordé. Donc chez EasyTech, on a créé un consortium. Donc il y a le MEDEF et via Stratexio, etc., font des consortiums pour pouvoir aller attaquer les marchés verticalement, d'accord, pour pouvoir aller avec différentes petites PME. Donc nous, on est une dizaine de PME pour aller attaquer les marchés postaux à l'international. Et c'est quelque chose qui est bien utilisé par les Italiens, par les Turcs, par d'autres pays. Et c'est, je pense, aussi quelque chose qu'il va falloir faire pour éviter que deux industriels se retrouvent à côté à essayer de développer la même chose au lieu de se grouper pour arriver à proposer des produits finis plus aboutis. Eh bien, jouer collectif, en effet. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci. Vous pouvez applaudir les 4 intervenants.